Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'interviewer Bruno Fedouti, auteur de jeux depuis un peu plus de 40 ans. Beaucoup le considèrent comme l'un des pionniers du jeu de société moderne en France. Il possède à son compteur une centaine de jeux édités. Parmi les plus connus, on peut bien sûr citer Citadelle, Le Roi des Nains, Mystère à l'Abbaye ou encore Diamant. Malgré ses nombreux succès, il a choisi de continuer d'enseigner dans un lycée. Aujourd'hui jeune retraité, il est encore très productif. J'ai rencontré Bruno Fedouti cet été à Valmeinier lors de l'événement professionnel du Sommet des Jeux. Alors Bruno, merci d'avoir répondu à mon invitation au Sommet des Jeux. De rien. Voilà, on va faire connaissance grâce au podcast, donc c'est super. L'idée du podcast, c'est forcément de parler un peu du parcours des acteurs du monde ludique. Alors forcément, toi, ton parcours, il commence à être un peu long dans le monde ludique. Il commence à être un peu long et un peu vieux, effectivement. Donc je te rassure, on va pas faire toute ta biographie. Mais peut-être simplement savoir comment quand même tu as démarré ton histoire avec le jeu de société. Peut-être déjà en tant que joueur. Alors, moi, je viens d'une famille où on jouait assez peu, parce qu'il y avait des choses sérieuses à faire. Fallait lire de la vraie littérature, fallait préparer la Révolution, tout ça. Donc, on jouait un peu, mais peu. Donc, j'ai peu joué quand j'étais enfant. Je pense que j'ai pris goût aux jeux à l'adolescence. D'accord. Voilà, j'ai pris goût aux jeux à l'adolescence. Et donc là, j'ai beaucoup joué aux échecs. J'ai beaucoup joué au poker. C'était les tout débuts du jeu de rôle. Puis après, quand j'avais 20 ans, c'était les tout débuts du GN. Donc, j'ai plongé dans ces trucs-là. Et donc, très vite, je me suis trouvé dans un peu tous les types de jeux. Mm-hmm. Et puis, j'ai arrêté, je pense, les jeux qui étaient trop exclusifs. C'est-à-dire que si on veut bien jouer aux échecs, il faut y passer trop de temps, il faut jouer qu'à ça. Mm-hmm. Si on veut bien jouer au poker, c'est un peu la même chose. Les jeux de rôle sur table, j'ai vite arrêté. Les GN, j'ai continué pendant très longtemps, en faire un petit peu à l'occasion. Mais c'est pareil, c'est quand même très chronophage. Et donc, le jeu de société, ça avait un côté un peu plus... Disons que ça nécessite moins d'investissement, moins d'implication. Mmh. Plus facile à sortir aussi, peut-être avec des amis. Oui, voilà. En plus, c'est très important pour moi le fait que le jeu est quelque chose qui n'est pas important, qui est en dehors du réel, etc. Et donc, le jeu de société, ça se prête plus à ce discours-là. Donc, j'ai foncé dans le jeu de société. Puis après, j'ai eu un peu la chance d'être avec les bonnes personnes au bon moment quand il y a les premiers éditeurs de jeux de société français modernes qui se sont lancés, Jeux des cartes, Eurogames, Ludo Délire, voilà, il s'est trouvé que je connaissais 2-3 personnes qui étaient dans ces trucs-là, donc ça s'est un peu fait tout seul, quoi. Et c'est quoi tes premiers jeux de société justement qui t'apportent un peu d'émoi en dehors forcément de jeux plus traditionnels? Le poker déjà. Le poker pour moi c'était très important, les jeux de rôle, les GN... Non, je te parle d'un jeu de société. Mais c'est du jeu de société. D'accord. Pour moi, il n'y a pas de grosse différence. À la limite, presque plus que le poker, parce que le problème du poker, c'est qu'il y a l'argent, et que donc, du coup, la distinction avec la réalité qui est importante dans le jeu, quelque part, on joue avec cette distinction. Donc, c'est presque moins du jeu de société. Ouais. J'ai pas mal joué au tarot, mais voilà, dans les jeux classiques, j'ai joué un peu au backgammon. J'ai essayé pas mal de petits jeux abstraits, plus ou moins exotiques. J'ai joué un peu au Go, mais c'est pareil, c'est comme les échecs, il faut trop s'impliquer, donc non. Je suis un peu touche-à-tout dans le jeu. Moi maintenant, j'étais un peu touche-à-tout. Moi maintenant, parce que je suis fatigué, que j'ai la flemme, que je continue un peu avec les trucs auxquels je suis habitué. Ok. Et alors, donc, ce premier jeu, tu crées un premier jeu dans les années 80, en tout cas le premier jeu édité. Peut-être t'en avais créé d'autres avant, parce qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on commence à créer et ce qui est vraiment édité en premier. Alors, ça a été édité très vite. Alors, j'avoue que je ne me rappelle plus, parce que précisément, mes premiers jeux édités, donc il y avait eu Baston. Je crois que le premier édité, c'était Baston en 84. C'est ce que j'avais noté en 84. Mais je ne sais pas si je n'avais pas fait des encarts dans Jeux et Stratégie avant. Parce que dans la revue Jeux et Stratégie, il y a des petits jeux en encart, j'en ai fait 6 ou 7. Okay. Je ne sais plus si ça avait commencé avant ou si c'était surtout après. Et puis juste après, il y a eu Tempête sur l'échiquier, La vallée des mammouths, tout ça. Et le premier jeu Baston, alors c'était quoi? Alors, c'était un jeu que je ne ferai plus maintenant et que je pense n'était pas très bon, que les règles étaient beaucoup trop complexes. C'était une simulation de bagarre dans un bistrot à coups de canettes de bière, chaîne de vélo. Ah oui, d'accord, loupard, quoi. C'était drôle parce que c'était quand même 3 heures de jeu pour simuler une bagarre de 10 minutes avec... alors là, je me tourne à gauche, je
brise la canette de bière sur le rebord de la table, je me penche, je me tourne à droite, je la lance. Voilà. Il y avait de la programmation, quoi. Ouais, c'est un jeu de programmation. Ouais. Ouais, la thématique aujourd'hui ferait, je pense. La thématique passerait pas. C'est le genre de truc qu'on fait beaucoup mieux aujourd'hui avec l'informatique que sur papier. Donc ça n'aurait aucun sens aujourd'hui. Oui, je veux bien croire. Et du coup, est-ce qu'il y a des rencontres, toi, qui t'ont influencé justement, qui ont été importantes pour les débuts de ta carrière ? Il y avait Pierre Cléquin, ça c'est essentiel. C'est un peu grâce à lui que j'ai commencé à créer des jeux. C'est avec lui que j'ai fait mes premiers jeux, donc Baston et Tempête sur l'échiquier. Et il est mort assez jeune, on va dire. Enfin, ou moins vieux que je ne le suis maintenant. Mais voilà, donc Pierre Cléquin, c'était important. Il y a eu Serge Laget aussi. Il y a eu Bruno Catala. Il y a plein d'auteurs que j'ai vraiment appréciés. Anya Vred, avec qui j'ai un peu travaillé. C'était très, très sympa. L'équipe de Casus Belli, avec qui je m'entendais très bien. J'écrivais des scénarios de jeux de rôle et des trucs comme ça dans Casus Belli à une époque. Et puis il y a eu la création de Days of Wonder avec Eric Hautemont, qui on s'était très bien entendus. Donc il y a plein de noms que je peux comme ça bien sûr, de toute façon le solliciter. parcours, Voilà, il parce est que, forcément... parce que ça c'est sur longtemps, c'est sur 40 ans. Donc ouais. sur 40 ans, j'ai eu le temps de croiser du monde. Quoi. Et tu as vu l'évolution du monde ludique, forcément. Bien sûr. Pléthore de jeux, etc. Et qu'est-ce qui... Toi, quelles sont tes sources d'inspiration ? Est-ce que tu pars d'un thème, d'une mécanique, d'un matériel ou ou d'une sensation ou... J'ai envie de dire, déjà, je pars des jeux qui existent, parce que je crois que le jeu, c'est un peu comme la littérature. Je ne sais plus qui avait dit que les écrivains n'écrivent jamais que la somme des bouquins qu'ils ont lus. C'est pas vrai pour tous, mais je crois que c'est vrai pour certains. Je pense que les auteurs de jeux ne font jamais que la somme des jeux auxquels ils ont joué, ou en tout cas, ou la quintessence, si on veut, ou disons qu'on bricole à partir de ce qu'on connaît. Donc, bien sûr, on s'en nourrit. Donc, quand je fais des jeux, j'ai envie de dire, souvent, je pars de jeux. C'est-à-dire que j'ai joué à un jeu et je dis non, j'ai pas aimé ça, mais pourtant, il y a cette idée-là qui me plaît bien. Qu'est-ce que j'aurais fait avec ça ? Et ça peut déboucher sur des trucs qui n'ont rien à voir. Mais souvent, je pars un petit peu où je mélangerais bien ça et ça. Voilà, j'expliquais qu'il y avait sûrement quelque chose à faire en mélangeant Seven Wonders et Jenga. Bon, Antoine Boza n'est pas d'accord. Voilà. Mais après, techniquement, sur un jeu précis, pendant longtemps, je partais plutôt des thèmes. Et je pense que c'est pour ça que j'ai longtemps fait des jeux qui étaient un peu compliqués. Ouais. De plus en plus, je pars de mécanique ou de matériel, ou dès le départ de l'idée que, tiens, ce matériel et ce thème, ça va ensemble. Ces deux petits trucs, ça s'imbrique, ça va ensemble. Donc, voilà. Mais c'est peut-être pour ça qu'en vieillissant, je fais peut-être des jeux qui sont plus aboutis, mais moins originaux, parce que je connais trop de trucs, parce que j'ai vu trop de trucs. J'ai une connaissance un peu encyclopédique du jeu, de manière très involontaire. Je n'ai pas cherché ça. Mais bon, j'ai une assez bonne mémoire, ou en tout cas je l'avais, donc je retiens un peu les jeux auxquels j'ai joué, et par la force des choses, je me retrouve à retravailler un petit peu tout ça, alors que le petit jeune qui arrive et qui a joué à 3 jeux et demi, alors il va peut-être faire des trucs nuls, il va peut-être réinventer des trucs qui existent déjà, mais il peut aussi faire le truc complètement original auquel on n'avait jamais pensé, que moi je suis totalement incapable de faire. Qui sait ? On sait pas. Non, je suis trop dans le bain. Combien tu as de jeux édités ? Une bonne centaine. Une bonne centaine. Parmi toute ta ludographie, est-ce qu'il y a finalement un truc que tu n'as pas exploré encore, que tu penses ne pas avoir exploré justement ? Alors, aujourd'hui, il y a le retour du jeu narratif. Alors, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle il y a très longtemps. Et je suis un peu frustré par ce qu'on appelle aujourd'hui les jeux narratifs. Donc, ouais, j'arrive pas à accrocher. Je pense que peut-être que je serais plus jeune, je rentrerais dedans à fond. J'y arrive pas. Alors, Bruno Catala m'avait dit tout jeu est narratif. Parce que tout jeu raconte une histoire. C'est vrai et c'est faux. Oui, c'est vrai, parce que tout jeu raconte une histoire et que même une partie d'échecs, c'est une histoire. On peut la raconter comme un roman. Le bouquin de Kawabata sur le tournoi de Go, c'est un roman qui raconte une partie de Go. Donc, c'est vrai que tout jeu raconte une histoire. Mais on va dire qu'il y a quand même des histoires qui sont plus abstraites que d'autres. Oui, quand même. Quand même. Et alors, est-ce que justement dans tout ce que tu as pu créer, il y a un jeu dont tu es le plus fier et peut-être un jeu au contraire où tu te dis mince, il n'a pas eu la vie qu'il aurait mérité. Alors ça tombe bien, j'ai 2 exemples parfaits pour ça. Le jeu dont je suis le plus fier, il vient de sortir aux États-Unis, c'est Treasure of the Dwarves, le trésor des nains chez Trick or Treat. Malheureusement, je n'ai trouvé personne pour le faire en français. Oui, tu as plusieurs jeux chez Trick or Treat qui ne sont pas sortis en France. C'est des gens adorables.
Mais bon, apparemment, c'est un peu compliqué de discuter avec eux pour faire les licences et tout. D'accord. Ils vendent pas si bien que ça, mais ils sont très gentils. Je m'entends très bien avec eux. Et puis le développement, ça s'est passé de manière nickel. Et vraiment, pour moi, Treasure of the Dwarves, je suis hyper fier de ce jeu. Donc c'est quoi ce jeu? Parce que alors, c'est un jeu d'enchères avec un système. Alors, on est des nains sous la montagne, etc. Puis on va se vendre des objets magiques représentés par des cartes. Mais le système d'enchères, c'est qu'on peut payer avec des pièces d'or, de cuivre, d'argent, avec des gemmes de toutes les couleurs, avec divers trucs qu'on va mettre dans une petite boîte. Et poser cette boîte, qui est un coffre, hein, comme en ont les nains, on va la poser devant le vendeur qui va les ouvrir dans l'ordre de son choix. Mais, parce que c'est une règle de politesse naine, les règles de politesse naine, c'est comme les règles de politesse japonaises, c'est comme ça. Voilà. Donc, la règle de politesse naine, c'est que merde, c'est merde. Donc, quand on a refusé une boîte, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, donc, c'est un peu comme un système d'appel d'offres, où une fois qu'on aurait vu une enveloppe, si on veut regarder la suivante, on est obligé de rejeter la première. On abandonne la première, oui. Et je trouve que ça crée une tension dans le jeu qui est extraordinaire. Et moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a toujours fait fantasmer, que j'adore dans un jeu comme Cursed Court, par exemple, qui est un de mes jeux favoris, c'est ces jeux qui arrivent à créer une tension où on se sent comme dans une partie de poker ou de blackjack, c'est-à-dire comme dans un truc où il y a de l'argent alors qu'il n'y en a pas. Oui. Que j'ai envie de dire, quelque part, le poker ou le blackjack, c'est facile, parce que créer de la tension, on met des vrais sous, bon, voilà, c'est facile, le truc, c'est presque grossier. Et les jeux qui arrivent à faire ça, faire la même tension sans qu'il y ait d'argent dedans, on va se regarder dans les yeux et putain, est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de m'entuber, toi Voilà, ça j'adore. Il y avait ça dans Vabank. Il y avait ça dans Vabank un petit peu. Et je pense que ça, c'est vraiment abouti, en plus avec beaucoup de variété, avec beaucoup de richesse dans le Trésor des Nains. Donc, là, donc ça vient de sortir ça vient de sortir aux États-Unis. Aux États-Unis. Si on veut l'acheter en France, il y a une boutique belge qui l'a en ligne, c'est Arconia, parce qu'en plus, ils ne sont pas très bien distribués par ici, Trick or Treat. Ils font surtout tout ce qui est costume, ils font des costumes de Halloween, des trucs comme ça, etc. Oui, ils font des magasins. Donc en fait, Arconia, ils vendent aussi des trucs de Halloween, et donc ils se retrouvent avec leur jeu. Donc il faut aller sur Arconia, je ne sais plus si c'est .be ou .com. Et franchement, si vous aimez mes jeux, mon style de jeu, je trouve que c'est le plus abouti. Ok. Et alors, le jeu qui, à mon avis, n'a pas eu sa chance, c'est Wakatanka. Alors, il n'a pas eu sa chance, sans doute parce que le thème n'était pas le bon. Je suis en train d'essayer de le recaser avec un tout autre thème. Alors, pour les auditeurs, peux-tu reparler un peu de ce jeu ? C'est un peu... Alors, il y a un jeu, comment ça s'appelait ? Un jeu auquel j'ai joué quand j'étais gamin. Un petit jeu de cartes où, vous savez, il y avait... le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le fils. Non. C'est pas ça. La fille, et puis il y avait la tante Carabosse. Et la carte de la tante Carabosse, on était obligé de mentir pour la jouer. Je crois que ça s'appelait le menteur, d'ailleurs, tout simplement. C'est possible. C'était chez MD, c'était une petite boîte bleue. Oui, c'est le menteur, je crois. Ouais, voilà. Bon, je trouvais que ce jeu était malin. Je l'ai découvert quand j'étais adulte. Mais je trouvais que ce jeu était malin, mais qu'il manquait un truc. Et donc, j'ai complètement retravaillé ce jeu avec un espèce de truc circulaire, mais... On est dans une version beaucoup plus avancée de ce petit truc-là. Ça fait aussi beaucoup penser au Poker des cafards, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Et voilà, donc là, j'ai un petit jeu de cartes, très simple, mais pareil, où on va se regarder dans les yeux. Tu me dis que tu as joué un bison, là, t'as vraiment joué un bison. Voilà, et où on a des éléments pour essayer de deviner ce que font les autres, etc., à partir de rien, à partir de 40 cartes. Donc pour moi, c'est vraiment un jeu qui aurait mérité beaucoup de succès. C'était sorti chez qui ? C'était sorti chez Sweet Games il y a une dizaine d'années. Ils ont fait une très belle édition, mais je pense que d'une part, le thème n'était pas bon, puis ils sont pas mauvais pour éditer les jeux, mais je pense qu'ils sont pas très bons pour les vendre. Voilà, donc j'ai récupéré les droits. J'ai une bonne idée je pense, pour un nouveau thème. Ok, donc potentiellement, tu vas rechercher un éditeur. C'est le seul. Voilà, je suis venu ici avec des nouveaux prototypes à présenter aux éditeurs. Et le seul vieux jeu que j'ai apporté en me disant, tiens, celui-là, je vais dire, tiens, ça mériterait de le refaire, c'est celui-là. D'accord. Alors que j'en ai une liste d'une trentaine, c'est un petit catalogue. C'est celui-là que j'ai apporté parce que vraiment, je trouve qu'il a une richesse. Et ça te tient à cœur, quoi. Ouais, il me tient beaucoup à cœur. Et alors, sur effectivement une centaine de jeux, ce qui m'a surpris, c'est qu'en final, tu n'as jamais été auteur à plein temps. Tu as continué ta carrière dans l'enseignement. Je suis auteur à plein temps depuis que j'ai pris ma retraite. Voilà, depuis la retraite, c'est ça. C'est-à-dire l'an dernier. Mais pourquoi, en fait, tu n'as pas décidé de faire que ça ? On va dire qu'il y a 3 raisons principales. D'une part, au début, j'étais pas sûr que ça allait continuer à marcher. Et puis, j'ai constaté que j'arrivais à mener les deux de front à peu près correctement. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est quand même un problème quand un truc qu'on fait un peu par passion, un peu par plaisir,
devient un boulot. Alors je sais qu'il y a des gens qui gèrent ça très bien. Moi, j'avais un peu peur que si ça devient vraiment mon boulot, mon activité principale, le truc dont j'ai besoin, le truc qui rythme mes journées, etc., je n'y trouve plus le même plaisir. Ok. Et puis, il y a une troisième raison, c'est que je trouve que l'enseignement, c'est un super boulot. J'adorais être prof de lycée. J'ai quand même pris ma retraite quand j'ai pu. Je bossais quand même à mi-temps depuis une dizaine d'années. Mais franchement, je trouve que c'est un beau boulot. Et je regrette absolument pas. Et je suis content d'avoir continué jusqu'au bout, quoi. Non, mais c'est important parce qu'on aime son métier. J'avais beaucoup de plaisir à enseigner. Et de transmettre. Ouais. Et ça, de la transmission, Alors, j'aime pas cette idée de transmission. Ah, d'accord. Je pense pas qu'on transmette. Moi, j'enseigne des trucs, j'apprends à réfléchir. Je suis plus dans la formation et l'apprentissage que dans la transmission. Et tu as eu cette démarche-là quand même aussi avec quelques auteurs. Il y en a qui osaient frapper à la porte pour avoir quelques conseils. Tu l'as fait, je crois, avec Bruno Catala. Oui, je l'ai fait avec quelques autres aussi. Truc comme je suis là depuis assez longtemps, je suis assez connu, je suis facilement accessible. On trouve mon mail, voir mon téléphone assez facilement. Je reçois régulièrement des trucs de gens qui veulent me connaître. C'est un petit peu ralenti ces derniers temps, peut-être parce qu'ils trouvent que je suis un peu vieux. Mais enfin, j'en recevais très régulièrement. Mais bon, bien sûr, je ne réponds pas à tout. Et c'était pour toi évident, en fait, mais moi, quand je trouvais quelque chose, quand il y avait l'air d'avoir une idée intéressante, ça avait l'air d'être quelqu'un d'intéressant, je dis on y va. De la même manière que j'ai toujours été partant pour publier chez des éditeurs qui allaient démarrer, dont on ne savait pas ce que ça allait donner. Voilà. Parce que j'ai dit, pourquoi pas, on va essayer. Quoi. Tout à fait, ouais, toujours donner une chance et tenter. Quel rapport tu as aux éditeurs ? Tu as quand même été édité dans pas mal de maisons d'édition. Et aussi, pourquoi avoir travaillé beaucoup avec de maisons d'édition étrangères aussi ? Alors ça, c'est ces derniers temps. Il y a plusieurs gens. D'abord, j'adore la langue anglaise. J'ai un plaisir, même si je ne parle pas anglais comme je parle français. Je pense que j'ai plus de plaisir à parler en anglais, à écrire en anglais. Et voilà. Je trouve que c'est une langue qui a une richesse qu'on n'a pas en français. Et qui se prête beaucoup mieux au jeu, d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir la qualité des règles de jeu françaises. Ce n'est pas seulement parce qu'elles sont mal traduites, c'est parce que le français est une langue qui n'est pas adaptée à l'écriture des règles. Oui, j'avais entendu d'ailleurs que tu écrivais toutes tes règles en anglais. Oui. Ouais. Puis, ces derniers temps, j'ai eu pas mal, on va dire, d'aventures en Asie. Donc, je me suis retrouvé pas mal au Japon. Donc, j'ai bossé avec des Japonais, avec des Coréens. Puis, non, vraiment, j'aime bien. Et puis, je crois qu'il y a un truc qui est bien dans le monde du jeu, c'est qu'aujourd'hui, il y a une véritable culture ludique, mais c'est une culture relativement récente. Comme elle est relativement récente, il n'y a pas derrière tout ce poids des traditions qu'il y a en musique, en littérature, etc. Et du coup, quand on travaille avec des auteurs ou des éditeurs japonais, brésiliens, aujourd'hui coréens, vietnamiens, ça n'est pas si différent. Ouais. Il y a des petites différences. L'art ne va pas être traité exactement de la même manière, etc. Mais il n'y a pas une espèce de barrière culturelle extraordinaire à franchir, quoi. Finalement, on parle quand même un peu le même langage. Le jeu est un langage de universel. De manière générale, je crois qu'on ne voyage pas, comme le disent certains, pour et découvrir les autres cultures, etc. On voyage pour vérifier que c'est bien partout pareil. Et je crois que c'est partout pareil. Mais dans le jeu, c'est particulièrement net, quoi, pour moi. Et puis après, il y a la dimension économique aussi, quoi. Je veux dire, donner une chance un petit peu aux pays qui sont en train de démarrer, ou qui ont bien démarré mais qui sont mal barrés. Donc, je pense que c'est... Et qu'est-ce qui te plaît dans la création ludique ? Dans ce travail, ou dans ce loisir ? Parce que tu avais l'air de dire qu'effectivement, c'était quand même toujours un loisir et non pas un travail. Il y a un truc que je dis très souvent, donc les gens qui écoutent mes interviews, ils m'ont déjà entendu dire ça. Je crois que quelque part, je fantasme un peu sur le travail des écrivains. J'aurais aimé être écrivain, écrire des romans. Alors, je fais des livres dont vous êtes le héros, mais enfin, voilà, c'est pas de grande littérature. Ouais, mais c'est super. C'était pas très bien écrit. Mais le problème de l'écriture de romans, c'est quand même. Oui. Mais ça m'a pris énormément de temps. Et le problème, c'est ça, c'est que écrire des romans, c'est un boulot de dingue. Et fondamentalement, je suis quand même quelqu'un d'un peu paresseux. Et je pense que je n'ai pas l'énergie, la volonté pour faire ça. Et créer un jeu, c'est un petit peu comme commencer un roman. On pose les lignes directrices, les grands trucs, on a l'univers. Il y a pas mal de romanciers qui commencent avec un petit schéma qui ressemble un peu à ce qu'on fait sur un jeu. Et puis quand le boulot vraiment compliqué, qui demande d'y passer 8 heures par jour, va commencer,
on arrête et on dit aux joueurs, démerdez-vous. Voilà. Donc, voilà. Il y a l'éditeur qui prend le relais aussi. Aussi un petit peu. Mais ça, dans la littérature aussi, ils font Oui, toujours, hein. bien sûr. Mais voilà, donc je dis souvent que les auteurs de jeux sont quand même un peu, par rapport aux écrivains ou même aux compositeurs de musique, hein, on apparaît un peu comme des paresseux. Parce que c'est quand même un truc qui demande, c'est de la vraie création, mais qui demande relativement peu de boulot. Ah ouais, ça me paraît dingue que tu dises ça, parce que moi, ça me paraît dantesque, en fait, de créer un jeu. Parce que je pense que, en fait, c'est quand même exigeant, quoi. Puis il faut savoir aussi, ça demande de la patience, pour moi aussi. Quand tu dis que c'est un temps long, l'écriture, mais pour moi, un jeu, j'ai l'impression qu'il faut quand même vachement comme patience pour l'aboutir. C'est vrai, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup de jeux, j'ai envie de dire, qui sont jouables très vite. Alors après, plus on y joue, plus on va changer des petits trucs, etc. Mais je dis souvent qu'un jeu, il est fini quand il est édité. S'il n'avait pas été édité, j'aurais peut-être continué à travailler dessus et changer 2-3 trucs. Et puis il y a un moment où, c'est là que ça s'arrête. Alors qu'un roman, tant qu'il n'est pas fini, il n'est pas fini. Oui, ça peut effectivement encore plus s'éterniser. Alors c'est peut-être une question quand même un peu large, mais quel regard tu portes sur l'évolution du monde ludique entre ce que tu as connu début des balbutiements des années 80? Du monde ludique, c'est-à-dire des jeux ou des personnes Ça peut être tout, ça peut être le marché aussi, tu vois, dans son ensemble. Tu peux avoir plusieurs réponses en fait. Je suis impressionné par la qualité des jeux qui sortent aujourd'hui. Je pense qu'ils sont globalement, du point de vue de la réglage, de la finition, etc., les jeux qui sortent aujourd'hui sont meilleurs que ceux qui sortaient il y a 30 ans. Pour moi, il y a vraiment pas photo. Et des jeux qui sont sortis il y a 30 ans qui ne seraient pas publiés aujourd'hui. Mais, en même temps, on a un peu l'impression depuis ces derniers temps que ça s'est aussi un petit peu encrassé. C'est-à-dire qu'il sort beaucoup de jeux, mais il y a quand même beaucoup de trucs qui se ressemblent. Et justement, quand c'était nouveau, quand il y avait moins de monde et quand il sortait beaucoup de trucs qui étaient nuls, on voyait plus arriver aussi des trucs. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui sort de nulle part? C'est arrivé avec le jeu de rôle, c'est arrivé avec un jeu comme Cosmic Encounter, que j'aimais beaucoup, des choses comme ça. Aujourd'hui, je pense que ce genre d'ovni, je ne dis pas que ça n'arrive plus, mais c'est un peu plus difficile. On est beaucoup, et même moi, dans les jeux que je fais, on est beaucoup dans le mélange un petit peu de trucs qui existent déjà. Là, j'ai joué un certain nombre de protos et de trucs qu'on m'a montré, de jeux qui vont sortir. Il y a quand même une très nette tendance à... on va faire un mix de Château Combo et de Splendor. Alors, il y a des mix qui sont très bien faits, et puis il y a des mix qui sont franchement moins bien que l'original. Voilà. Donc voilà, il y a un petit problème, mais en même temps, tout à l'heure, j'ai dit que je ne rentrais pas dans les jeux narratifs, alors que ça, c'est de l'originalité. Donc, c'est pas évident. Mais enfin, voilà, sur le jeu, plus impressionnant, c'est quand même qu'il y a beaucoup de jeux, et globalement, de meilleurs jeux. De meilleure qualité, mais qui effectivement, il y en a moins qui sortent du lot. Ouais. C'est ça, en fait. Et le problème aussi de tellement de jeux de bonne qualité, c'est qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de faire un bon jeu. Je vois avec le Trésor des Nains, je n'ai pas l'impression qu'il démarre de manière extraordinaire, alors que vraiment, je considère que c'est de loin mon meilleur jeu. Il ne suffit plus de faire un bon jeu, parce qu'il y a tellement de bons jeux. En plus, il faut avoir du bol. C'est ça, il y a les planètes qui doivent s'aligner, mais ça, c'est un peu comme dans tout. Et alors, sur les personnes, ça reste un milieu sympa. Je ne dis pas qu'il n'y a pas 2-3 gros cons, et 2-3 escrocs. Après, ça reste la vie. 2-3, voilà, il y a ça, mais il y a des milieux où c'est pas 2-3, il y a des milieux où c'est une bonne moitié. Donc on est vraiment, ça reste un milieu très sympa, ça reste un milieu ouvert, des gens avec qui on peut discuter. C'est un milieu assez varié, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent quand même d'univers différents. Je vois, moi qui suis quand même un littéraire, et Bruno Catala qui est un scientifique pur et dur, et on arrive à bricoler des trucs ensemble. Ça n'a pas l'immense variété du milieu des profs. On parlait toujours de l'enseignement. Ce que j'adorais dans l'enseignement, c'est que non seulement tu croises les élèves qui sont bien différents, mais tu croises des profs d'anglais, des profs de maths, des profs de français. C'est des gens qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et qui ne sont pas de la même génération. Alors par contre, dans le problème du jeu, il y a un problème de génération. Alors moi, je suis plus vieux, je suis un des plus vieux. Mais enfin, j'ai quand même l'impression que quasiment tout le monde a autour de 40 ans. Je sais pas, j'ai l'impression que le milieu ne se renouvelle pas tant que ça avec des plus jeunes. On voit arriver des gens du même âge qui disent « Tiens, maintenant, je vais essayer de faire mon trou, de faire ma boîte, ou j'ai envie de m'amuser avec ça ». On ne voit pas arriver
tellement de petits jeunes. Ouais. Ouais, je pense qu'aussi c'est lié, on parlait, je ne sais plus avec qui, disons qu'on est tous dans la génération, moi j'ai une quarantaine d'années aussi, et en fait la plupart des gens qui jouent aux jeux de société vraiment beaucoup depuis 10 ans, c'est aussi des anciens joueurs de jeux vidéo, De jeux vraiment vidéo dans et les de jeux années de rôle. 80-90 et de jeux de rôle, exactement. Ah ben ça, ils ont fait un peu le même parcours que celui de, je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le problème du jeu de rôle et le problème du jeu vidéo, c'est que ça demande un investissement personnel important. C'est pas toujours compatible avec le fait d'avoir un boulot, des enfants, tout ça. Alors que le jeu de société, bah oui. Et aussi, les anciens joueurs de jeux vidéo qui faisaient des LAN, tous des réseaux, etc., en physique, c'est aussi ce qu'on a envie de retrouver avec le jeu de société, qu'on a perdu avec le jeu en ligne. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment, je trouve, propre à notre génération des quarantenaires, cinquantenaires, là, où on est vraiment là-dedans, on a envie de se retrouver. Peut-être. Donc, il y a une vraie explosion du jeu. Je ne sais pas ce que ça va donner dans 20 ans. Voilà. Peut-être ça va se renouveler, hein, mais voilà, je ne suis pas tout à fait sûr. Mais je crois que je t'avais entendu sur une autre interview dire qu'effectivement, la plupart de tes jeux avaient un peu le même point commun de ne pas pouvoir être jouable sur BGA, par exemple. Bon, il y en a qui commencent à y être. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Moi, je me rappelle il y a quelques années, quand il y a eu le succès du 7e continent. Là. Ouais. Quel est l'intérêt, même avec un boulot de dingue et en faisant comme c'est pas possible, de faire en carton un truc qui est tellement plus facile et plus efficace de faire sur un écran. Moi, j'essaye de faire des trucs qui seront plus sympas avec du carton qu'avec un écran. Et qui seront plus faciles, voire même qui ne pourront pas marcher avec un écran. Et donc, notamment, tous les jeux où il faut regarder les joueurs dans les yeux. Après, il y a plein de gens qui jouent au poker en ligne. Mais c'est un peu autre chose. C'est pas le même intérêt quand même. Ouais, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Trésor des Nains ou Akatanka, parce que c'est des jeux de ce type-là. C'est des jeux où tu passes la moitié de la partie à regarder les gens dans les yeux, à te demander ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que je suis en train de me remettre un petit peu aussi aux party games, style jeux de mime, un peu débile et aux choses comme ça, parce que là aussi, il y a quelque chose, on ne fera pas autrement. Ah bah non, ça c'est sûr. On peut parler aussi peut-être de coautorat. Toi, ça a été vraiment important aussi pour toi tout le long de ta carrière d'auteur. Qu'est-ce que ça t'a apporté le coautorat et pourquoi c'était peut-être important pour toi? Il y a plusieurs trucs. D'une part, ça permet de rencontrer des gens, c'est certain. D'autre part, je dirais, techniquement, ça permet d'éviter des blocages. C'est-à-dire que très souvent, le coautorat, en tout cas moi tel que je l'ai vécu, mais j'en ai parlé avec d'autres qui ont un peu la même expérience, ça n'est pas comme par exemple dans le jeu vidéo où on a une équipe qui travaille ensemble sur un truc. Le coautorat en jeu de société, c'est pas vraiment un boulot à quatre mains. Il y en a un qui fait un truc, et puis quand il est coincé, l'autre va prendre le relais. Et même souvent, le coautorat, ça a été moi commence un jeu, puis au moment je dis il y a un truc qui manque là. Et je me dis, tiens, ça pourrait être un truc pour Bruno Catala, ça pourrait être un truc pour Sergio Araban. Et donc, à ce moment-là, je vais les contacter et je leur dis, tiens, j'ai eu cette petite idée, est-ce que vous voyez ce qu'on pourrait en faire? Et voilà. Et l'inverse est arrivé aussi. Oui, et puis ça permet effectivement, comme tu disais, le rebond d'idées. Et donc, finalement, c'est plus riche. Oui. Et est-ce qu'il y a des auteurs avec qui tu n'as jamais travaillé et tu te dirais... ça me plairait de bosser avec? Alors, ces derniers temps, je travaille moins en coautorat, parce que ça a aussi des inconvénients, hein. Et puis parce que je suis un peu de plus en plus chez moi tranquille. Mais oui, il n'y a pas de noms qui me viennent à l'esprit là. J'ai bien aimé travailler par exemple avec Anya Vred. Donc j'aimerais bien travailler plus justement déjà pas avec des Français. C'est pour ça que je travaille un peu avec Anya, je travaille avec Sergio Araban, mais les jeux avec John Sasaki, c'est pareil, là c'est du relais, hein, j'ai commencé, il a fini. C'est plus compliqué de toute façon avec la distance, j'imagine aussi, même si aujourd'hui... Aujourd'hui c'est de moins en moins un problème. Hein. Donc voilà, travailler avec des étrangers, avec des gens plus jeunes, avec des femmes, ou avec des gens un peu différents d'une manière ou d'une autre. J'ai fait récemment 2 jeux avec Camille Mathieu à Trollfest et Trollympics, qui sont des jeux que j'aime beaucoup, très content. Pareil, c'est chez Trick or Treat et ça se vend pas très bien, mais les jeux sont super chouettes. Oui, Trollfest, c'est un groupe de rock, c'est ça? Oui, on gère la tournée d'un groupe de rock dans un univers médiéval fantastique avec des trolls, des gobelins, des vampires, des dragons, tout. Et donc ça s'est fait, mais oui, pourquoi pas, voilà, j'ai bossé avec Johan Go récemment, on n'a rien publié ensemble, on a plusieurs protos qu'on a fait ensemble, plutôt du party game un peu débile. Et ça fait du bien aussi. Voilà, ça sortira peut-être. Je suis a priori ouvert à tout.
Et justement, ce que tu trouves qu'il faudrait un peu plus de femmes aussi en création? Alors, tout le problème, c'est tout le paradoxe de la place des femmes dans plein de milieux, c'est qu'il faudrait plus de femmes, mais il ne faut pas que ce soit des femmes parce qu'il faut avoir des femmes. Bien sûr, on est d'accord. Voilà. C'est toujours ça le problème. Je pense, en même temps, ça fait 15 ans que je dis ça, je pense que c'est en train de venir. Je pense qu'il y en a plus. Là, j'ai testé un prototype, on discutait un proto avec Mélodie Leblanc tout à l'heure. Donc, voilà. Moi, j'ai bossé avec Anya Vred, c'était très bien. J'ai bossé avec une amie italienne, Sandra Pietrini. C'est marrant, on avait fait un petit jeu de cartes à partir de sa thèse sur les danseurs, chanteurs ambulants à la fin du Moyen-Âge. Donc, c'était très rigolo. Okay. Donc, oui, bien sûr qu'il faudrait plus de femmes dans le monde du jeu. Peut-être qu'elles n'osent pas encore assez. C'est ça, en fait. C'est une question d'oser trouver sa place au film. Ou je ne sais pas. Non, franchement, je pense, même si je le dis depuis 15 ans, je pense que ça s'améliore. Qu'il ne faut pas, et comme dans plein de voilà, si on fait trop forcing et si ça devient un peu artificiel, ça passe pas. C'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. C'est un truc qui est compliqué à gérer. Mais c'est vrai que ça apporte parfois, même si je fais partie des gens qui pensent qu'on exagère les différences entre hommes et femmes et qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est vrai que ça apporte quand même un petit peu, parfois, une vision un petit peu différente. Les jeux que j'ai fait avec Anya, mais pareil, Anya, elle fait des jeux pour enfants. Et quand vous allez regarder les femmes qui font des jeux, notamment en Allemagne, elles font toutes du jeu pour enfants. Oui, c'est ça, en fait. Parfois, c'est un peu cantonné à une catégorie, tu as raison. Ouais. Et puis ici, il y en a plein. La moitié sont des illustratrices. Oui, c'est ça. Donc, il y a des... il y a des passerelles encore à créer. Voilà, oui. Mais c'est en train de se faire. Maëva me disait qu'elle voulait se mettre à faire des jeux. Ah, donc, voilà. Ok. On va peut-être démarrer un truc ensemble. Ah, chouette. Voilà, on verra bien, c'est une vague idée. Ok. Peux-tu me parler des rencontres ludopathiques ? Tiens, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire avec les rencontres ludopathiques. Quand j'organise les rencontres ludopathiques, j'aime pas l'idée de dire que je vais mettre un quota d'étrangers, un quota de gens avec des enfants et un quota de femmes. Mais en même temps, c'est évident que quand j'ai pas de place pour tout le monde, je vais privilégier un peu les femmes, un peu les gens qui viennent avec des enfants et un peu les gens qui viennent du bout du monde. Parce que j'ai envie qu'il y ait un peu plus de trucs différents. Ok. Voilà. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne la moitié de mes amis Facebook sont des femmes, quoi. Oui. Et je connais des gens qui sont comme ça, quoi. Voilà. Donc, les rencontres ludopathiques. Tu as démarré ça comment et pourquoi, en fait ? Alors, j'ai démarré ça il y a une 30aine d'années. Je crois que c'était en 93. Au départ, c'était un tout petit truc, c'était avec l'équipe de Ludo Délire et quelques gens qui gravitaient autour. Et on s'est fait un gros week-end de jeu à 25-30 personnes dans un gîte à côté de l'endroit où je bossais à l'époque, qui était à Troyes. Et puis voilà, petit à petit, et puis c'est l'époque où j'ai arrêté le GN, donc j'ai arrêté d'organiser des GN, ce qui demandait du temps. Oui, ça c'est très chronophage, en effet. Voilà, donc je me suis dit, il faut organiser autre chose. Donc je me suis dit, tiens, voilà, ce petit week-end, et puis petit à petit ça a grossi, on est passé de 30 à 40, à 50, etc. Et là, aujourd'hui, on est à 150, 160 personnes. Et chaque année, je dois refuser 40 ou 50 personnes, quoi. Ok. Ouais. Et donc, le principe, c'est quoi ? Le principe, c'est... et puis, voilà, donc j'essaye d'avoir... tu vois, je disais les quotas de femmes. Pareil, j'essaie d'avoir des quotas d'éditeurs, d'auteurs. Ça sera représentatif, en fait, voilà, tu veux dire. Ces derniers temps, j'ai essayé d'amener plus d'illustrateurs. J'aime pas l'idée que ces trucs soient automatiques, forcés. Et en même temps, je suis conscient qu'il faut les faire. Ouais. Parce que l'idée, c'est quoi ? C'est d'avoir un week-end vraiment de jeu de partage ou aussi de création, d'être un lieu où on peut... c'est pas un lieu de création. C'est pas un lieu où on se retrouve pas. C'est pas un workshop où on va bricoler des jeux. C'est un lieu où, en gros, la moitié des gens sont des gens du milieu du jeu, comme ici. L'autre moitié, c'est des vieux copains à moi, des amis qui aiment jouer, a priori. On fait ça en Champagne, dans un petit village que j'aime beaucoup et qui est mignon comme tout. C'est Étourville. Étourville, voilà. Et sur 4-5 jours, maintenant, au départ, c'était un week-end. J'apporte plein de jeux, les éditeurs apportent des jeux, les auteurs apportent des jeux. On n'a pas des petites salles, on a des très grandes salles. Hein. C'est une vieille ferme, enfin une vieille grange, qui est notre salle principale. Et... on mange tous ensemble, hein. Donc il y a vraiment un côté un peu commun, et on joue, quoi. C'est une mini-colo, quoi. Voilà, il y a un côté colonie pour adultes, hein, complètement. Avec des enfants, si du coup les gens viennent en famille ? Oui, pas mal de gens viennent en famille. Ouais. Enfin, c'était moins le cas cette année, parce que cette année, c'était pas sur un week-end prolongé, j'avais un peu raté mon coup. Mais quand c'est sur un week-end prolongé, beaucoup de gens viennent en famille, et les gamins se régalent. Ouais, je veux bien croire. Surtout si c'est en campagne, on peut faire plein de trucs. Est-ce que tu aimes aussi arpenter les festivals ? Et quel type de festival ?
Alors, je m'y suis beaucoup remis depuis que je suis à la retraite, depuis 1 an et demi, parce qu'il y a beaucoup de festivals auxquels je n'étais jamais allé, tout simplement parce qu'ils ne tombaient pas pendant les vacances scolaires. Bah oui, tout bêtement. Voilà. Déjà Essen, il y a des années où ça collait, des années où ça collait pas. La Gen-Con, ça collait toujours au mois d'août, mais la Gen-Con, j'en ai eu marre, c'est trop gros. Et donc, depuis que je suis à la retraite, j'essaye de faire plus de festivals, plutôt des festivals taille petite, moyenne, plutôt à l'étranger, parce que je trouve toujours ça plus rigolo, y compris des trucs un peu surprenants. J'étais à un festival de jeux à Taïwan qui était super sympa. Ouais. J'étais à un truc au Portugal qui était très bien. Donc un jour, je vais en Écosse, à l'invitation de Flavien qui est ici. Ok, il y a un festival en Écosse. Ouais, et Ok. j'ai jamais mis les pieds en Écosse. Donc voilà. Il faudrait que je fasse un festival en Corse, j'ai jamais mis les pieds en Corse. Pas sûr qu'il y ait de festival en Je Corse, pense mais pas. Bon, voilà, donc non, j'aime bien l'ambiance des festivals de jeux. Plus c'est vrai que c'est facile pour moi maintenant, je suis un petit peu la vedette, donc voilà, je peux me faire inviter à dîner, trucs, machin et tout, assez facilement, je suis rarement paumé. Ça reste là que je case mes jeux auprès des éditeurs le plus souvent. tu continues à prendre des rendez-vous Ouais, pro, oui, je voilà. prends des rendez-vous, j'arrive avec ma grosse valise de prototypes, mon petit catalogue, je montre les trucs et ça reste de cette manière-là que je place la plupart de mes jeux. Et est-ce que c'est plus facile avec le parcours que tu as de trouver preneur et éditeur ou au contraire pas forcément? Ou est-ce qu'il faut toujours finalement convaincre? Oui, il faut toujours convaincre, mais c'est plus facile. Enfin, ce qui est plus facile, c'est le premier contact. Il y a une chose que les éditeurs m'aiment bien parce qu'ils savent que mes règles sont bien écrites. Voilà, qu'ils n'auront pas de problème avec les règles, même s'ils n'aiment pas mes jeux, qu'ils n'auront pas à m'envoyer 15 mails. Voilà. Donc voilà, j'ai ma petite réputation. D'autres auteurs vont avoir leur réputation sur tel ou tel truc qui font qu'ils sont appréciés. On me connaît, les éditeurs savent que je ne vais pas arriver avec des trucs qui ne marchent pas, qui n'ont pas été... Voilà. Éprouver. Et donc, du coup, c'est vrai que je suis tout de suite bien accueilli. Alors que, ben, voilà, un petit jeune qui débarque, On doit faire un peu ses preuves. ouais, bien sûr. voilà, on va se méfier un peu, on va être prudent. Mhm. Après, par contre, une fois qu'un éditeur va avoir sélectionné une vingtaine de jeux, certains venant d'auteurs qui ont de la bouteille comme moi et d'autres de petits jeunes, tous les jeux vont être testés de la même manière. Et j'ai envie de dire, pour cette deuxième phase, je ne pense pas que mes jeux soient avantagés. Parce qu'on n'est pas... Je parlais de la littérature, on n'est pas comme en littérature où le nom de l'auteur sur le bouquin peut suffire à faire vendre. Mhm. En jeu, c'est pas vrai. Hein. Mon nom, la preuve, j'ai des jeux qui ne sont pas vendus du tout. Hein. Donc, le nom, pour l'éditeur, c'est une garantie de boulot sérieux, mais c'est pas une garantie de vente. Oui, parce que pour bon nombre de joueurs encore, les joueurs parfois ne savent même pas effectivement qui est l'auteur, l'illustrateur, même les éditeurs, ils savent pas les différences. Hein. Donc effectivement, comme tu dis, ça va être sur le jeu que ça va se jouer ou sur. Donc oui, c'est plus facile, mais il faut pas exagérer non plus. Voilà. Je vends pas mes jeux comme ça, les éditeurs se battent pas pour venir me les prendre. Quand au bout du compte, les gens chez Yellow ou Space Cowboys ou n'importe qui se retrouvent avec une petite dizaine de prototypes et puis ils disent lequel on va publier l'an prochain. Ce qui compte à ce moment-là, c'est pas le nom sur la boîte, c'est le jeu. Mhm. Alors justement, on peut peut-être parler un petit peu de ton actualité, de ce qui est sorti cette année ou ce qui est à venir. Et puis après, si tu as encore a priori beaucoup de protos dans les cartons. Il faut que j'essaye de ne rien oublier parce que je vais me faire engueuler par les éditeurs après. Et j'ai pas mal de choses à venir. Déjà, les trucs les plus récents, les trucs qui viennent de sortir. Donc, j'ai parlé du Trésor des Nains chez Trick or Treat. Voilà, j'en reparle encore, faut y aller. Ouais, bah, ça par curiosité, j'irai voir. Toujours chez Trick or Treat, il y a Trollympics que j'ai fait avec Camille Mathieu. Donc, c'est le même univers que Trollfest, mais là, c'est les Jeux Olympiques avec des orques, des trolls, des gobelins. T'en as plusieurs du coup signés chez eux. Ouais, bah, ça fait 3. C'est le 3e, d'accord. J'ai League of Roulette qui vient de sortir chez Oink au Japon. D'accord. C'est mon 2e jeu chez Oink. Il est sorti en japonais et en anglais. Je ne sais pas s'il y aura une version française chez Pixie. Il faut essayer de convaincre les gens de Pixie. C'est quoi ce jeu ? C'est un jeu de prise de risque. Au départ, c'est parti. Bon, maintenant, le jeu, c'est un jeu où on va pêcher des anguilles dans un sac en essayant de râper des anguilles et pas des serpents. Au départ, c'était les problèmes de maths qu'on faisait au lycée. Moi, j'étais au lycée à l'époque où on faisait beaucoup de proba, quand on avait des sacs avec des billes blanches et des billes noires. Et ça partait de là-dedans, il faut essayer de s'arrêter avant qu'on ait pioché trop de billes noires. Donc, maintenant, il faut essayer de s'arrêter en ayant pioché plein d'anguilles avant qu'on ait pioché trop de serpents. Donc, c'est un jeu de prise de risque. D'accord. J'ai À la lettre, qui sort ces jours-ci chez Don't Panic.
Et à la lettre, c'est donc c'est un roll and write où on a des lettres et on essaye de faire des mots de 5 lettres et de croiser des mots de 5 lettres avec quelques petites cases avec des effets spéciaux, etc. C'est assez difficile. Roll and write, c'est nouveau ça, non? T'avais eu l'occasion de faire ça déjà? J'en avais fait, mais qui ont jamais trouvé d'éditeur. Ok. Enfin, c'est pas roll and write, c'est flip and write en l'occurrence, c'est des cartes, mais enfin, c'est pas. Oui, c'est le même principe. Ouais. J'en avais fait un, j'avais râlé, c'était quasiment la même chose, ça arrive que Second Chance de Uwe Rosenberg. J'ai fini mon proto et puis je vois un jeu qui sort et c'est quasiment le même. Je dis, j'ai rangé le mien. Oh, la proba, oui, ok. Sur des trucs très simples comme ça, sur des idées simples, ça arrive. Ah ouais. Ça va pas arriver sur un gros jeu de 3 heures de simulation avec 25 trucs entassés. Mais sur le timing, quoi, c'est ça qui est étonnant. Il y a aussi parfois des idées qui sont dans l'air. Ouais. Voilà, donc je crois que pour les nouveautés, je n'ai rien oublié. C'est quoi? Je vais checker. Alors attends, j'avais imprimé un truc. Je sais pas si ça peut t'aider. J'ai imprimé ta liste. Ah ben voilà. Donc Trop un peu rigorette. Bon, alors des rééditions, il y a Mystère à l'abbaye, il y a aussi Mission Planète Rouge qui vient de sortir, ouais. Voilà, donc il y a des rééditions. Et alors dans les trucs qui vont sortir, il y a chez Don't Panic bientôt, il y a Fruit Cocktail, qui est un petit jeu de cartes format minimaliste que j'aime bien un peu. Quelque part, ça ressemble plus à un jeu de Bruno Catala ou de Johan Levé qu'un jeu de Bruno Feduti. D'accord. Mais j'aime bien. Voilà. All You Can Eat Buffet, je ne sais pas quand ça va sortir, mais ça devrait sortir chez les Américains de Mojito Studio, enfin américano-italien. On est des trolls qui cherchent à manger le plus possible. Il y a les trucs sur la table, et puis avec un système de cartes, on essaie d'attraper ce qu'on a envie de manger. Harvest Valley, qui est un tout petit jeu de pose de tuiles assez méchant, qui sort chez un éditeur australien, la Grey Games. Pareil, ces jours-ci. Ouais. Il est sur Kickstarter en ce moment. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute? Holy Grail Games, c'est ça que tu as dit? Grail Games. Ah, Grail Games. Il est pas, enfin, le Grail, il est toujours Holy, sinon c'est pas un vrai Graal. J'ai d'autres trucs qui vont sortir. Tout me sort de la tête, là. Je viens de signer pour un jeu de défausse avec les Coréens de Playty. Ça sera en 2026. C'est ça, en fait, il y a plein de trucs finalement qui sortent à l'étranger qui vont mettre peut-être du temps à arriver ici. C'est-à-dire que nous, on va peut-être même pas avoir la chance d'y jouer. Oui. Parce qu'au final, après, c'est que ça soit localisé, c'est ça? Ou distribué ou... Ces derniers temps, je sais que j'oublie des trucs. Là. Je sais que j'oublie. Si tu veux vérifier quelque chose. Non, mais je vois pas où je pourrais vérifier. Si, j'ai Chicken Thieves qui va sortir chez les Espagnols de Devir, qui est un jeu de bluff très rigolo et très méchant. Et c'est les voleurs de poules, mais les voleurs de poules, c'est pas les gitans, c'est les fermiers d'à côté. Donc, essayer de voler les poules des fermiers d'à côté, c'est-à-dire des autres joueurs, et pas se faire voler les siennes en déplaçant son chien de la manière la plus astucieuse possible. Voilà, donc, il y a pas mal de trucs. Depuis que je suis à la retraite, j'ai l'impression que c'est devenu plus facile pour moi de vendre des jeux, parce que je presser les jeux, justement parce que je fais plus de salons, je fais des jolis sell sheets, je me suis imprimé un petit catalogue, etc. Je fais tout le boulot un peu pro que font quelques autres auteurs, ou ne font pas d'ailleurs. Un vrai VRP, quoi. Mais voilà, mais je suis plus VRP que je ne l'étais auparavant, où j'étais plus, je faisais mes jeux dans mon coin, puis après on voyait bien. Oui, et puis souvent quand on parle avec d'autres auteurs, c'est vrai que c'est la partie qui est la plus marrante, quoi, d'aller se faire... Ça peut être marrant, ça l'est pas toujours. Quand c'est aller au bout du monde, je trouve que c'est rigolo. Ça permet de discuter avec des gens qu'on ne connaît pas nécessairement. Ça peut être très marrant. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Et donc là, tu consacres presque tout ton temps maintenant ou au contraire, tu profites de ta retraite à faire autre chose? Des deux, un peu des deux. Donc tu as combien de protos dans la besace? Je dois en avoir une 20aine. Ah ouais, donc c'est quand même... Mais il y en a que je traîne depuis un petit moment. Ok. Écoute, est-ce que tu veux rajouter autre chose? Sur tes projets peut-être, est-ce qu'il y en a encore? Alors, est-ce qu'il y en a encore? Pas vraiment. Après avoir publié mon bouquin sur les licornes, j'ai dit j'arrête d'écrire parce que c'est trop de boulot. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, ça. Donc c'était parti, tu avais fait une thèse. Oui, j'ai fait une thèse, parce que j'ai une carrière universitaire un peu dans tous les sens, puisque j'ai agrég de sciences sociales, mais j'ai fait une thèse d'histoire. Et donc je suis le spécialiste mondial des licornes à la Renaissance, ce qui ne sert absolument à rien.
sauf à écrire un bouquin qui ne se vend pas. Mais tu voulais aboutir à ça aussi, justement, c'était un aboutissement, ouais. Ouais, non, c'était une manière de passer le temps pendant le Covid. Ah, ok. Bah, c'est une bonne chose aussi, effectivement. Voilà. Ok. Mais Enfin, ceci dit, de tous les gens qui ont écrit des bouquins pendant le Covid, je fais partie de ceux qui ont réussi à le publier. Il ne se vend pas. Mais ça reste un ouvrage accessible, je crois. Oui, C'était ta volonté. C'est très accessible. C'est pas ma thèse. C'est ça. C'est quoi en fait? C'est sur l'histoire des licornes, Ouais, sur différentes cultures? Alors, non, c'est quand même très centré sur l'Occident. Mais tu vois, alors que ma thèse c'était centrée sur 15e, 16e, 17e siècle, là on va de l'Antiquité, on va dire à nos jours, avec l'histoire des représentations et des opinions sur la licorne. D'accord. Et un jeu sur les licornes, du coup J'en ai un qui est sorti en Pologne. En Pologne, qui est un remake, c'est la version polonaise du jeu qui, en France, c'était Attila, qui était sorti chez Blue Orange. Ouais. Et la version polonaise, c'est des licornes qui pètent des nuages. Ok. Donc c'est très mignon. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Du compétitif, du coopératif, du semi-coop? Compétitif. Compétitif, ouais. Je ne suis pas contre le coopératif. Moi, je dirais que c'était plus ainsi. Ça serait, je dirais, le bluff, si tu veux, par exemple. J'adore ça. Ça plus une mécanique, ouais. Ouais. Mais ça n'existe qu'en compétitif. Le Bien bluff sûr. coopératif, j'ai du mal à concevoir. Bon, peut-être que je suis trop vieux et que j'ai pas les idées, mais le bluff coopératif, je vois pas. Peut-être dans le semi-coop, dans ce cas-là. Ouais. Ça, j'en ai fait. Et c'était bien. J'avais fait Red November, j'aimais beaucoup. Si tu étais une mécanique de jeu? Voilà, le bluff. Le bluff, voilà. C'est 12 joueurs de poker très clairement aussi. le bluff, oui. Ouais, ça nourrit aussi pas mal ton chemin d'auteur. Oui. Mais je trouve que le bluff, c'est intéressant. Parce que c'est le truc où tu te poses des questions sur les gens sur la personne qui est en face, tu essayes de les lire. Voilà, c'est quand même autre chose que de compter des petits cubes. Ouais. Alors, si tu étais un illustrateur ou une illustratrice de jeux de société? Déjà, je suis nul en dessin. Donc, je ne pourrais pas être un illustrateur ou une illustratrice de jeux de société. Mais je suis vraiment complètement nul. Et je ne suis pas nécessairement un très bon juge du talent artistique dans le dessin. Est-ce qu'il y a une sensibilité, quelque chose qui tu serais le plus proche? Ouais, je sais. J'aime bien les trucs très simples. Donc, j'aime bien le look des jeux que j'ai chez Oink, par exemple, où il n'y a quasiment pas d'illustration. Enfin, où il y a... Voilà. Mais bon, c'est aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Peut-être que s'ils étaient tous comme ça, j'apprécierais les trucs. Des choses peut-être plus graphiques. Qui crachent le feu. Ouais. Donc non, je ne me sens pas illustrateur. Tu vois. Okay. Ça fait partie vraiment des boulots que je suis incapable de faire et incapable de juger. Ok. Et alors, si tu étais une thématique de jeu, laquelle serais-tu? J'ai envie de dire presque malheureusement, ça serait Heroic Fantasy de base, générique. Parce que j'ai quand même passé mon adolescence là-dedans et vécu là-dedans, et donc je maîtrise facilement. Et donc c'est un peu le thème qui me vient par défaut pour beaucoup de jeux. Et donc parfois après il est difficile de sortir. Au Trésor des Nains, on a essayé de trouver autre chose. Il n'y a rien d'autre qui marche vraiment. Et puis j'ai un problème avec beaucoup de thématiques actuelles. C'est que tout ce qui est pop culture, voilà, ça m'est totalement étranger. J'ai jamais vu Star Wars. J'ai jamais lu les trucs de Superman, les Marvel, les machins comme ça. Okay. C'est des univers tout simplement que je ne connais pas, qui m'ont jamais attiré. T'es passé à côté dans les années 80. Ouais, je suis passé à côté. Je me suis un peu branché à Heroic Fantasy parce que j'ai lu Tolkien et puis d'autres trucs après. Mais après, je suis beaucoup plus dans la littérature classique que dans la pop culture. Et donc, quand on me dit, tiens, tel jeu, il serait bien dans tel univers, je me dis, ouais, pourquoi pas, mais vous faites l'adaptation, parce que moi, j'en suis totalement incapable. Et tu jouais à quoi comme jeu de rôle, du coup? On a joué à Donjon, de base. Il y avait quasiment que ça à l'époque. Des trucs d'espionnage un petit peu aussi, des trucs vaguement de science-fiction. Ok. Dernière question. Si tu avais quelqu'un d'autre à me proposer pour une prochaine interview sur le podcast, quelqu'un dans le milieu ludique qui pourrait être intéressant d'interviewer, tu pourrais me proposer qui? Alors, il y a des tonnes et des tonnes de personnes que je pourrais te proposer. J'ai envie de proposer 2 auteurs, soit Oussama Khelifati, qui vient de rentrer de son tour du monde en plus, donc c'est très bien, maintenant il doit être disponible. Tu as fait Duck Cover? Oui. Et puis des petits jeux plus enfantins, mais je pense qu'il va faire plein de trucs. Ouais, je pense que c'est vraiment le petit auteur qui monte, enfin le jeune auteur qui monte. Il y a mon ami Camille Mathieu avec qui j'ai fait Trollfest et Trollympics, qui est
Mais elle est plus branchée littérature fantastique que jeu, mais elle s'intéresse quand même pas mal au jeu. Pourquoi pas, j'ai pas beaucoup d'autrices, tu vois. Ouais. Anya Vred, si tu cherches une autrice, hein, une Allemande, mais elle parle à peu près français, donc c'est tout à fait jouable. Et elle est adorable. J'ai écrit récemment un article sur les agents. Donc, je pense que les agents, c'est déjà important. Tu peux faire Gaëtan. Alors, Gaëtan Bogeno, je l'ai interviewé l'année dernière. C'était très intéressant. Agents et femmes, puisque tu as Anita Landgraf, mais je ne crois pas qu'elle parle français. Ok. Dans les gens que tu peux passer en podcast, en auteur de jeu, il y a Shadi Torbey, qui est quand même le seul auteur de jeu à avoir une belle voix qui passe encore mieux que la mienne à la radio. Oui, lui, il chante en plus, c'est ça. Hein. Eh ben, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de ce moment un petit peu suspendu à Valmeinier. Et puis, donc, je te propose de terminer les podcasts comme on fait habituellement sur les vidéos et sur le podcast. Alors, au jeu signé Bruno Fedouti, tu joues ou quoi ? J'espère que cette interview de Bruno Fedouti vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire sur les réseaux sociaux de Tu joues ou quoi et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la chaîne YouTube. Avec David, nous partons à Essen en Allemagne pour participer au Spiel, le festival international du jeu. On espère revenir avec plein de contenu à partager sur la chaîne et sur le podcast. Alors restez bien à l'écoute!